Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons avoir un intervenant dans ce journal. Il s'agit d'Ibrahima Sako. Il est journaliste à la télévision Ondou, basé au Mali. Avec lui, nous allons parler de la situation qui prévaut actuellement au Mali. Bien avant cela, nous allons découvrir le grand titre de ce journal. Après plusieurs mois passés en dehors du pays à cause de la Covid-19, les deux membres du présidium de la coalition Lamouka, Fayoulou et Mouzitou, ont atterri à Kinshasa ce samedi 22 août 2020 et ont été accompagnés par des militants sur la place Sainte-Thérèse d'Edjili, lieu choisi pour tenir les meetings populaires. Le pont Mango, qui relie les quartiers Mokali et Mango dans la commune de Kimbanseke, s'affaisse petit à petit par manque d'entretien. Un grand danger pour la population qui y passe quotidiennement. 2020, plusieurs pays africains ont célébré leur 60e anniversaire d'indépendance, mais les bilans est ni figue ni raisin. La rédaction d'Antenne TV en a fait un dossier. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Nous vous l'annoncions au sommaire de ce journal. Donc, ils ont passé près de 5 mois à l'extérieur du pays. Martin Fayoulou Madidi et Adolphe Mouzitou Foumounsi, deux membres du présidium de la coalition Lamouka, sont finalement arrivés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est samedi 22 août 2020 à Kinshasa, donc en provenance des États-Unis d'Amérique, en passant par l'Europe. Dès les premières heures du matin, comme vous le suivez sur les images, les militants et sympathisants des partis membres de la coalition Lamouka étaient nombreux aux alentours de l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir leur leader. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou ont été accompagnés par une foule jusque sur la place Sainte-Thérèse d'Ndjili, où ils ont donc finalement tenu leur meeting. Sur place, ils ont remercié des milliers de militants qui étaient là nombreux et de les avoir soutenus durant leur absence au pays. Nous y reviendrons avec des détails dans nos prochaines éditions. Le soutien au service national créé il y a 23 ans par feu le président Laurent Désiré Kabila est l'une des recommandations du chef de l'État au gouvernement lors de la réunion du Conseil de ministres tenue hier vendredi 21 août 2020. Félix Tshisekedi tient en effet à la réorganisation de cet outil de l'État pour l'utiliser aux fins d'encadrer les jeunes et les initier à la production agricole et surtout de leur inculquer une éducation civique et patriotique. Polydor Gaziami nous en dit plus. La réorganisation du service national, créé le 15 octobre 1997 par feu le président Laurent Désiré Kabila, est une initiative qui présente beaucoup d'opportunités pour la jeunesse congolaise. En s'y intéressant, l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tient sûrement à montrer aux yeux de la nation que les jeunes comptent pour lui et que sous son mandat, ils ne seront jamais délaissés pour compte. En effet, lors de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 21 août par visioconférence, le premier citoyen congolais a engagé le gouvernement de la République d'organiser ce service sur l'ensemble du territoire national. En clair, il s'agit, dans la vision de Félix Tshisekedi, de créer des centres d'encadrement des jeunes filles et garçons désœuvrés, des jeunes finalistes d'enseignement secondaire ou universitaire en vue de leur inculquer une éducation civique et patriotique, de les initier aux travaux de production agricole suivis d'une professionnalisation éventuelle et de leur donner une formation paramilitaire et d'autodéfense. Dans cette optique, le gouvernement a été chargé de soutenir les activités du dit service et d'assurer le développement d'autres centres à l'image de celui des Kanyamaka CC. Aussi, dans un premier temps, un centre sera développé en Gandajika pour la partie centre du territoire, un autre à Kiliba pour la partie est de la République et un à Lovo pour la partie ouest.
Il faut retenir que le service national a été créé pour être un organe d'encadrement, d'éducation et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. Et puis Africa Mujinga et Selem Bayabo nous emmènent à l'hôtel Memling où le directeur général d'Equity Bank au Congo, Célestin Moukeba, a échangé avec le top 20 de marchands. C'était donc hier vendredi 21 août suivait. C'est une première rencontre après la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État entre Equity Bank Congo et les top 20 de marchands. Un moment d'échange qui a pour but non seulement des renforcements du partenariat entre Equity Bank Congo et ses marchands, mais aussi du développement de l'agence e-banking, communément appelée Equity Cash Express, Netina Bank. Une occasion pour le directeur général d'Equity Bank Congo, Célestin Moukeba, de revenir sur les différentes réalisations de la banque, les produits et services de cette institution bancaire qui est une réelle banque de proximité en RDC. Nous avons une approche basée sur l'intérêt du client. Pour le client, ce réseau constitue un atout majeur dans la réduction sensible du coût des transactions bancaires ou des transactions financières. Je peux juste illustrer ça. Pour que quelqu'un fasse une transaction bancaire, il devait quitter son domicile, payer le transport, venir au centre-ville, attendre pendant quelques temps et puis au final effectuer sa transaction paisiblement. Il y a déjà le fait d'avoir déployé ces grands réseaux à travers le pays, ça a permis de réduire le coût de la transaction bancaire. Après l'exposé, place aux questions-réponses. Un motif de fierté pour les marchands. C'est une banque qui fait la digitalisation des banques. Il est le premier banque qui a un distributeur qui effectue les dépôts en RDC. Il n'y a aucune banque ici en Afrique qui le fait ici en RDC. Mais lui, ils ont fait ça, ils ont amené ça en RDC et c'est qui nous épanouit souvent. Pour autant, Equity Bank Congo ne cesse d'innover. Au terme de ces échanges, les marchands ont de leur côté formulé quelques recommandations. Et pour clôturer en beauté cette belle journée, Célestin Moukeba a remis des kits sanitaires pour lutter contre la Covid-19. Equity Bank Congo, votre partenaire d'affaires. Rendons-nous maintenant à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où un atelier de renforcement de capacité a été organisé à l'intention des acteurs éducatifs sur l'approche PBF basée sur les résultats. Cet atelier de 2 jours regroupe 100 participants venus des différentes écoles de la ville de Mbandaka. José Maza Osukuma. Du centre de formation des cadres de l'EPST de la ville de Mbandaka a servi de cadre d'initiation de formation sur le renforcement des capacités des acteurs éducatifs sur les PBF organisés par les projets d'appui pour la qualité de l'éducation, PAQUET, projet mis en œuvre par l'ONG ADES en collaboration avec Cordaid et en appui au gouvernement congolais dans le cadre de l'enseignement de qualité. Objectif, acquérir de bonnes connaissances, amélioration de bonne qualité dans le milieu éducatif. Il faut également comprendre les nouveaux projets PAQUET qui est question de quitter les traditionnels où on achetait les inputs ou les travail à faire pour introduire les projets PBF qui financent les outputs ou les résultats. Selon le chef du bureau de l'ONG ADES, Flavien Nzwanga, la nouvelle approche vise le renforcement de la performance et les résultats de qualité pour l'enseignement au Congo en général et à l'Équateur en particulier. Plus de 100 participants composés de chefs d'établissement, des représentants des enseignants et le président des comités des parents d'élèves COPA y ont pris part. Le chef du bureau ADES Équateur, Flavien Nzwanga. Et à notre niveau, pour faire le travail correctement, nous devons parler le même langage. Le même langage, je voulais dire ici, il y a des indicateurs que nous nous accordons avec les écoles qui sont mesurables et à la fin, on rentre vers les écoles pour leur demander si ce qui a été prévu avant a été réalisé, oui ou non.
Nous restons à Mbandaka avec José Mazao Soukouma. Il nous fait savoir qu'en prélude de la passation de test national de fin d'études primaires ENAFEP prévu du 26 au 27 août 2020, le sous-provède de l'EPST Mbandaka 2 a réuni le chef des divisions et inspecteur de sa division afin de donner des instructions fermes pour la bonne marche des épreuves face aux deux épidémies qui ont assiégé la ville de Mbandaka, la Covid-19 et Ebola, comme je le disais. Suivez. Les inspecteurs et les chefs de centre de la sous-division de l'EPST Mbandaka 2 étaient en réunion préparatoire de la passation du test national de fin d'études primaires, TENAFEP, qui se déroule du 26 au 27 août 2020 dans différents centres organisés dans la sous-division, conduite par Freddy Mbongo, le chef de sous-division de l'EPST Mbandaka 2. Il était question de donner les instructions fermes pour la bonne marche de ces tests, notamment, hormis des mesures traditionnelles antérieures, et il faut une application stricte de mesures barrières et de protection contre les épidémies qui ont élu domicile dans la ville de Mbandaka, dont la disposition des seaux lave-mains dans chaque centre pour le lavage systématique de mains ne peut accéder au centre que celui qui porte le masque de protection, le respect strict de la distanciation sociale, ne pas se saluer à main nue, ne pas se toucher le corps et autres. Les sous-provèdes, Freddy Mbongo. Nous sommes en train d'échanger, de s'entretenir avec les chefs de centre, les adjoints et les secrétaires pour leur donner les directives de la passation de l'ENAFEP, puis encore les instructions par rapport à la pandémie du corona. Comment les élèves doivent se comporter dans le centre et comment les citoyens et les chefs de centre doivent aussi se comporter. Donc, ils doivent respecter les mesures barrières. Lutte contre la maladie à virus Ebola à l'Équateur, la zone de santé de Bikoro a été dotée d'une ambulance médicalisée dont de l'OMS. Cette unité de transport va couvrir toutes les aires de santé terrestre de Bikoro. José Mazao Soukouma. La zone de santé de Bikoro, située dans les territoires de Bikoro, qui regorge un nombre très important de cas de maladie à Ebola, est dotée d'une ambulance pour permettre la mobilité rapide de personnel de lutte et le malade. Cette ambulance médicalisée va couvrir toutes les aires de santé terrestres en cas d'alerte de la FOSA, entendez, formation sanitaire. Il convient de signaler que cette unité roulante est dotée à la zone de santé de Bikoro par l'Organisation mondiale de la santé qui a demandé aux utilisateurs de s'en servir en bon père des familles. Parlons d'autre chose dans ce journal, faute d'entretien, le pont Mango dans la commune de Kimbantsek risque de s'écrouler. Nous sommes dans la capitale Kinshasa, vous avez compris, nos reporters ont effectué le déplacement de cet endroit devenu un dépotoir pour vous proposer ces images. Eric Izami, Africa Mujinga et Juzen Belebele. Jeté sous les maréchals Mobutu, le pont Mango, les voici en images. Cet ouvrage permet de relier deux quartiers de la commune de Kimbantseke, à savoir Mokali et Mango. Ce dernier est aussi le nom de la rivière qui, ici, s'est offerte, hélas, à un endroit destiné à recevoir des ordures. Ce sont les immondices déversés par la population qui font que l'eau ne puisse pas couler. Et là, le pont est sauvagement menacé. Ce pont a été équipé de garde-fous, mais ils font face à l'usure du temps et la rouille s'en est emparée jusqu'à l'affaiblir. Le pont Mango lui-même a tendance à s'affaisser à cause du manque d'entretien. En tout cas, on peut tout dire, mais depuis que ce pont a été jeté, il n'y a pas d'entretien. À cette allure, ça s'écroulera un bon matin. Et le riverain dénonce l'abandon et puis ils implorent l'autorité urbaine pour la réhabilitation de ces ponts Mango qui risquent de s'écouler. Extrait. Sauver ces ponts reviendrait à maintenir les échanges entre les deux quartiers voisins, Mokali et Mango. Nous restons à Kimbantseke. De son côté, Ndaye Ilambwechi a fait le constat du délabrement de la route Njoko.
Ces images sont de la route Njoko dans la commune de Kimbantseke. Sous le règne du premier ministre Adolphe Muzito, les travaux avaient été lancés mais ils ne se sont pas achevés. La route Njoko mène jusqu'à Bouma où se trouve un domaine privé du patriarche Gizenga décédé. Réputée ensablée, cette route Njoko offre aujourd'hui des visages. Une petite partie avec goudron et une large autre est restée en sable. Ainsi que le montrent ces images. Ici en Njoko, le transport en commun est presque exclusivement assuré par les taxis-motos. Mais lorsque les riverains ont de lourdes charges, ils recourent toujours à la moto. C'est une route très fréquentée où la population est il y a une grande majorité de gens qui circulent ici. Alors, nous avons des difficultés de cette route. D'abord, c'est une route sablonnée et il y a une partie qu'on a asphaltée, mais une partie n'est pas asphaltée. C'est très difficile, les gens souffrent sérieusement pour atteindre le centre-ville. Chaque fois, il y a des sociétés qui arrivent ici pour faire le travail. Après quelques temps, ils disparaissent comme ça. Donc nous voulons qu'on puisse réhabiliter cette route, parce que c'est une route très fréquentée vraiment. Un sage congolais martèle que là où passe la route, le développement suit toujours. Une chose est de répéter cette réalité, mais il faut mieux de mettre en pratique cette sagesse 60 ans après l'indépendance. Qui a dit que le Congolais ont l'eau potable en permanence faux au quartier Kikimi. La population ignore tout de la Régie des eaux et sa sœur jumelle, la Société nationale d'électricité SNEL. Pour boire, la population recourt à l'eau de source ou quelques forages d'eau installés dans cette partie de Kinshasa. Eric Izami, Jusen Belebele. De nombreux Congolais pensent que le label Régie des eaux est connu de tous et par tous. Que non. Nous sommes ici au quartier Kikimi, toujours dans la commune de Kimbantseke, où l'eau potable est inexistante. Les Kinois de ces coins ne connaissent point la Régie des eaux, l'entreprise en situation de monopole dans la production, distribution et commercialisation de l'eau potable. Pour avoir ces liquides précieux à la vie, la population recourt à l'eau de source ou quelques forages dans cette partie de la capitale. Dans notre quartier, 17 femmes, nous avons un problème d'eau. Nous demandons aux décideurs congolais de venir nous implanter la Régie des eaux. Au quartier Kikimi, la Régie des eaux n'existe pas, mais pas seulement. Sa sœur jumelle aussi. La population ne connaît point de courant électrique de la SNEL, Société nationale d'électricité. Nous avons un problème de courant. Nous ne vivons pas dans la quiétude dans ces quartiers. Il y a l'insécurité. L'obscurité dans cette partie de la capitale Kinshasa favorise ainsi l'insécurité. Le gangstérisme urbain ne faiblit pas et les victimes potentielles s'en plaignent. Nous, notre problème est double. Il n'y a pas d'eau ni non plus d'électricité. Ceci encourage quelquefois des tueries par de bandits armés, 17 femmes. Au regard de la richesse hydrographique en République démocratique du Congo, le peuple congolais, s'il est sérieux, ne peut pas connaître une pénurie d'eau, ni non plus manquer de courant électrique. Nous allons prendre maintenant le dossier de ce journal. 17 pays africains ont célébré cette année 2020 le 60 ans de leur indépendance. Qu'en est-il du bilan de ces 6 décennies d'émancipation? Tentative de réponse avec Papi Katassi. En 1960, 17 pays africains deviennent indépendants. Les espoirs sont immenses sur le continent. Mais le contexte international impose ses contraintes. Le néocolonialisme, la guerre froide, la globalisation néolibérale pèsent sur les nouveaux États alors que le continent est confronté à une très forte croissance démographique et une urbanisation non maîtrisée. Quel bilan peut-on tirer dans ces conditions des 60 dernières années? En interne, la vie politique africaine a été marquée par une ethnisation du pouvoir et un renfermement autour des clans présidentiels. Ici ou là, le parti unique d'obédience marxiste, nationaliste ou libéral était chargé de construire l'unité nationale, mais aussi surveiller plus facilement les actions subversives.
En effet, des coups d'État militaires éclatent dans plusieurs pays en Afrique. En 1975, l'indépendance de l'Angola et du Mozambique, puis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, annoncent la dernière bataille contre le régime d'apartheid sud-africain. L'Afrique a connu des réussites notables. Le continent a produit des grandes figures comme Julius Nyerere et Nelson Mandela, ainsi que des millions de héros et héroïnes anonymes qui consacraient leurs efforts quotidiens d'offrir à une vie meilleure à leurs enfants. Cependant, tout en célébrant le succès, les opportunités et les potentiels de l'Afrique, ici est aussi de pencher sur les réalités et les défis auxquels est confronté le continent. Trop de bébés continuent à mourir en bas âge, trop peu d'enfants trouvent une place à l'école, trop d'agriculteurs ne parviennent pas à apporter leur récolte jusqu'au marché et trop d'usines sont immobilisées faute de pièces de rechange, de main-d'œuvre qualifiée ou d'investissement. Le bilan de 60 ans d'indépendance est en demi-teinte. Il y a eu certes de bonnes choses, mais il y a encore beaucoup de travail à parfaire. 60 ans après des tâtonnements et des erreurs, certes, au lieu d'évoquer la faim, les pandémies, la guerre civile, les pressions extérieures et même la corruption pour justifier son échec, l'Afrique doit assumer et faire mieux pour le reste des années. Mais il est fort et malheureux de constater que les 60 ans de l'indépendance des 17 pays africains, principalement des ex-colonies françaises, dont le Cameroun, mais aussi le Nigeria, la Somalie et la République démocratique du Congo, la situation sociopolitique est peu reluisante. La dernière en date reste le coup d'état militaire au Mali qui renversa le président élu démocratiquement, Ibrahim Boubacar Keïta. De la Centrafrique en passant par le Congo-Brazzaville jusqu'à la RDC, les institutions sont fragiles. Les lois fondamentales battues en brèche, les élections contestées, c'est la triste réalité de ces nations. Pour quitter ces sentiers battus, les nations doivent provoquer une réorientation de l'ère politique, se libérer du contrôle des capitales européennes, chercher leur propre méthode de gouvernement et leur propre orientation politique et pourquoi pas forger leur identité nationale. Je l'ai annoncé au début de ce journal, Ibrahima Sako est l'intervenant de notre journal. Il est journaliste à la télévision Ondou, basé au Mali. Bonsoir Ibrahima, parlez-nous de la situation actuelle au Mali. Bonsoir Sylvie. Oui, je le disais, parlez-nous de la situation actuelle au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre, Dr Boubou Cissé, le 18 août dernier, par le mutin, il y a eu quand même une paix qui s'est installée à travers la ville, mais aussitôt le lendemain, il y a eu un calme qui est revenu. Les mutins, le Comité national pour le salut du peuple, a fait un point de presse dans lequel ils ont appelé les fonctionnaires à aller au travail, ils ont appelé la population à vaquer dans ses affaires. Alors, donc, ce qui veut dire que le calme est revenu, et jusque-là, c'est ce calme qui s'installe à travers la ville. Les activités continuent, même s'il y a quand même les rencontres qui se multiplient pour pouvoir trouver une solution afin de sortir le Mali définitivement de cette situation et parler un peu de l'avenir de notre pays. Oui, Ibrahima, dites-nous comment est-ce que la population au Mali a accueilli ces changements brusques? Oui, tantôt on peut le dire que la population a apprécié ces changements, puisque depuis plus de 3 mois déjà, le régime du Beka était contesté par une bonne partie de la population malienne, à sa tête le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Pour dire encore que la population a bien apprécié cette situation, il faut le voir. Hier, tout juste, le mouvement M5 RFP a fait un rassemblement pour aller saluer un peu ces changements brusques qui a conduit le président Ibrahim Boubacar Keïta à la chute. Il y a quand même une foule qui a pris part à ces rassemblements sur la place de l'indépendance, ce qui prouve en réalité que la population a quand même apprécié ce changement brusque dans sa bonne partie, même s'il y a quelques jeunes de la majorité présidentielle qui s'est regroupé cet après-midi pour dire que voilà, ils condamnent les coups d'État et établir plutôt, disons, le président de la République à sa place pour pouvoir avancer. Parlez-nous de promesses de nouveaux hommes forts du Mali au regard des attentes de la population. Alors, après ces coups de force, l'attente de la population malienne, ce n'est que le changement. C'est le changement que toute la population malienne veut voir.
Alors, il faut le dire, après ces coups d'État, l'attente de la population, c'est autre que de voir un nouveau Mali, de voir un changement au Mali. C'est pourquoi beaucoup de personnes demandent aux militaires d'être plus vigilants et de faire en sorte que nous puissions voir un nouveau Mali, changer un système qui a quand même montré ses limites depuis bientôt 20 ans. Alors, les militaires, de leur part, ils sont en train de faire les rencontres avec la majorité présidentielle, avec les opposants, avec les ambassadeurs accrédités au Mali et bien sûr, évidemment, avec la communauté internationale, notamment la CEDEAO. Cet après-midi, une délégation de la CEDEAO est arrivée à Bamako pour échanger avec le comité national pour le salut du peuple afin de proposer des solutions de sortie de crise. Actuellement, les Maliens veulent une refondation du Mali dans son entière totalité. Merci Ibrahima Sako et bonne soirée à Bamako. Voilà donc, je rappelle à tous les téléspectateurs que notre intervenant est journaliste à Ondou Télévision, une chaîne basée donc au Mali. Nous allons terminer avec le sport. Profitant de la reprise des entraînements de son club Vital, le coach Florent Ibenge a fait une mise au point à la presse sur la situation actuelle de la formation vert et noir de la capitale avant les débuts de différentes compétitions locales et internationales. Patrick Borel-Mukendi nous en fait le point. Après les passages au Centre national de médecine du sport, les Dauphins Noirs des Verts Club ont repris les entraînements avec de nouvelles recrues en mode test. Il faudra voir les talents, déclare Florent Ibenge. C'est l'occasion pour eux, avant qu'on commence effectivement, de faire un melting pot pour voir un petit peu s'il y en a un qui émerge, parce qu'on a tout au long de l'année, on a des sollicitations de joueurs, de bons joueurs qu'on nous envoie partout. Donc on se doit de les voir à un moment donné. Les joueurs qui sont retenus sont Amédée, que vous connaissez, Lilepo, Eric Kaboué. Comme toujours, avec la Ligue nationale de football, la date de la reprise n'est pas encore connue. Florent Ibenge s'inquiète. Dans une situation précaire, c'est-à-dire qu'on est assis sur deux chaises, on ne sait pas quand est-ce qu'on commence, quand commencer notre préparation. Et de ce côté-là, on est un petit peu dans l'amateurisme et c'est un petit peu dommage. Avec les départs de Tussila et Tonombe Moukoko au club tanzanien des Young Boys, est-ce un éternel recommencement? L'entraîneur contre-attaque. Ces deux joueurs-là s'en vont pour gagner 4 à 5 fois plus que ce qu'ils gagnaient dans V-Club. Vous voulez les garder dans V-Club? Moi, je ne demande pas mieux. Je ne les ai pas jetés. Ce sont des très bons joueurs. Mais alors, qu'on m'apporte l'argent pour leur donner. Quels sont alors les objectifs de cette saison? Gagner la Lina Foot et rentrer dans la phase de poule. Ça, c'est le premier objectif de la Ligue des Champions. Et l'année dernière, on a eu une saignée comme pas possible et qui est arrivée de façon impromptue. Ce qui fait que le temps de reconstruire, on était déjà en Ligue des Champions, ce qui était vraiment un très bel exploit. Selon Jean-Florent Ibenge, coach de Vita Club, tout son groupe reprendra les entraînements à partir de ce lundi. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à ce journal. Nous allons prendre les rappels des titres. Après plusieurs mois passés en dehors du pays à cause de la Covid-19, les deux membres du présidium de la coalition Lamouka, Fayoulou et Mouzitou, ont atterri à Kinshasa ce samedi 22 août 2020 et ont été accompagnés par des militants sur la place Sainte-Thérèse d'Endjili, lieu choisi pour tenir les meetings populaires. Le pont Mango, qui relie les quartiers Mokali et Mango dans la commune de Kimbantseke, s'affaisse petit à petit par manque d'entretien. Un grand danger pour la population qui y passe quotidiennement. 2020, plusieurs pays africains ont célébré leur 60e anniversaire d'indépendance, mais les bilans est ni figue ni raisin. La rédaction d'Antenne TV en a fait un dossier. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Léonard Moemery qui a réalisé ce journal coordonné par Patrick Borel-Mukendi. Nana Kalamba était derrière la caméra. Merci à Félicien Sanga, Bardolelo, Jean Donga et James Katambois qui a concouru à la supervision éditoriale de ce journal. Je vous retrouve le lundi à la même heure avec le même plaisir. Bonsoir chez vous et bon week-end.